C'est par un jeudi matin que mon téléphone a sonné. La pluie frappait doucement contre la fenêtre de mon appartement à Lyon, formant de petites cascades sur la vitre. J'ai reconnu le numéro de ma mère et j'ai répondu avec un sourire, pensant qu'elle appelait pour me souhaiter un bon voyage. « Sophie, tu dois venir à l'hôpital tout de suite. » Sa voix était hachée, comme si elle peinait à respirer entre les mots. « C'est Mathis. Il a eu un accident à l'école. » Le monde s'est arrêté à cet instant. Mon fils de 6 ans, ma raison de vivre, était à l'hôpital. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il va? Dans quel hôpital? Les questions se bousculaient dans ma bouche tandis que je cherchais frénétiquement les clés de la voiture. L'hôpital Édouard Herriot. Dépêche-toi, ma chérie, il a besoin de toi. Le sanglot étouffé de ma mère avant de raccrocher m'a glacé le sang. J'ai regardé autour de moi. Les valises étaient parfaitement prêtes à côté de la porte. Dans à peine 3 heures, je devais m'envoler pour Nice pour retrouver mes parents, ma sœur Camille et mes oncles et tantes. Des vacances en famille que nous planifions depuis des mois. Mon premier vrai repos en 2 ans. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai appelé la compagnie aérienne tout en dévalant les escaliers. J'ai annulé mon billet et je suis montée en voiture. La pluie s'était intensifiée, transformant les rues en petites rivières. J'ai conduit comme j'ai pu, évitant le trafic, grillant quelques feux orange, le cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Je me suis garée n'importe comment sur le parking de l'hôpital et j'ai couru vers les urgences. La réceptionniste, une femme d'âge mûr à l'air fatigué, m'a regardée avec confusion quand je lui ai demandé où était mon fils. Mathis Perrin? Nous n'avons aucune admission sous ce nom aujourd'hui. Il doit y avoir une erreur. Ma mère m'a appelé il y a une demi-heure. Elle m'a dit qu'il avait été amené ici. Elle a vérifié à nouveau sur son ordinateur, cette fois avec plus d'attention. Je suis désolée, madame. Aucun enfant de ce nom n'a été enregistré au cours des dernières 24 heures. Un frisson m'a parcouru le dos. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Pas de réponse. Puis mon père. Pareil. J'ai essayé de contacter l'école de Mathis, mais la secrétaire m'a informé que mon fils avait été en classe normalement et que, d'ailleurs, il était en ce moment dans la cour en train de jouer au football. Vous êtes sûr? Pourriez-vous vérifier, s'il vous plaît? 5 minutes plus tard, la secrétaire m'a confirmé que Mathis allait parfaitement bien, qu'il riait et courait avec ses amis. La confusion a laissé place à la peur, puis à un terrible soupçon. J'ai décidé d'aller directement à l'école. J'avais besoin de voir mon fils de mes propres yeux. L'école Victor Hugo était à 10 minutes de l'hôpital. Quand je suis arrivée, la pluie s'était calmée. La directrice, Madame Mercier, m'a accueillie avec surprise. « Sophie, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Il y a un problème ?» Je lui ai brièvement expliqué la situation pendant que nous marchions vers la cour. Et il était là, Mathis, avec ses cheveux bruns en désordre et ses joues roses, courant après un ballon. En me voyant, il a couru vers moi avec ce sourire qui illuminait mes jours les plus sombres. « Maman, tu es venue me chercher plus tôt? C'est trop cool !» Je l'ai serré si fort dans mes bras qu'il a protesté, mais je ne pouvais pas le lâcher. Le soulagement se mêlait à la confusion et à une inquiétude grandissante. Je voulais juste te voir, mon trésor. Tu t'es senti mal aujourd'hui? Tu es tombé ou quelque chose? Mathis a secoué la tête, surpris. Je vais bien. Aujourd'hui, j'ai eu une super note en maths. Tu veux voir? Après avoir vérifié que mon fils allait effectivement parfaitement bien, je l'ai ramené à la maison. Ça n'avait aucun sens de le renvoyer à l'école, alors que ma tête était un tourbillon de questions sans réponse. Pendant que Mathis goûtait et faisait ses devoirs, j'essayais encore et encore de contacter mes parents. Rien. J'ai appelé ma sœur Camille. Elle ne répondait pas non plus. J'ai contacté ma tante Louise, qui était censée être aussi du voyage. Silence. C'était comme si tout le monde avait soudainement disparu. Ce soir-là, après avoir couché Mathis, je me suis assise dans le canapé avec une tasse de thé qui a refroidi sans que j'y touche. J'ai relu les messages des derniers jours, cherchant un indice. Tout semblait normal. Ma mère qui parlait des vêtements à emporter à Nice. Mon père qui envoyait les horaires des visites qu'il avait réservées. Camille qui partageait des photos de restaurants qu'elle voulait essayer. Était-il arrivé quelque chose de grave qu'il ne me disait pas? Un accident? Une maladie soudaine? Mais alors, pourquoi inventer quelque chose à propos de Mathis? Je suis tombée dans un sommeil agité vers minuit, le téléphone serré dans ma main,
attendant un appel qui n'est jamais venu. Ce que je n'attendais pas, c'était de me réveiller le lendemain matin avec une notification Instagram qui allait bouleverser mon monde et révéler la vérité la plus douloureuse que j'aurais jamais pu imaginer. Le vendredi s'est levé avec un ciel dégagé qui contrastait avec la tempête qui se préparait en moi. Mathis dormait paisiblement quand j'ai consulté mon téléphone. J'avais l'habitude de regarder les réseaux sociaux avant de me lever, une routine qui, ce jour-là, allait changer ma vie pour toujours. La notification Instagram montrait que Camille avait publié de nouvelles photos. J'ai fait glisser mon doigt pour les voir, et c'est comme si on m'avait giflé. Ils étaient tous là. Mes parents, ma sœur, mes oncles et tantes, et même ma cousine Lucie, que je n'avais pas vue depuis Noël. Ils souriaient largement depuis le terminal de l'aéroport de Nice. La légende était dévastatrice. Enfin, notre aventure sur la Côte d'Azur commence, avec la meilleure famille du monde. Je suis restée paralysée, les yeux fixés sur l'écran. Je n'arrivais pas à réaliser ce que je voyais. Mes doigts tremblants ont glissé vers la photo suivante. Tous trinquant avec des coupes de crémant sur ce qui semblait être la promenade des Anglais, avec la plage en arrière-plan. Premier jour parfait. Quel bonheur d'être tous ensemble. Tous sauf Mathis et moi. La vérité m'a frappée comme une avalanche. Il n'y avait eu aucun accident, aucune urgence. Ma mère avait inventé que mon fils était à l'hôpital juste pour que j'annule mon voyage. Ils étaient repartis sans nous. Exprès. Les questions se bousculaient dans mon esprit. Pourquoi? Qu'est-ce que je leur avais fait? Ou Mathis? Comment pouvait-il être si cruel? Utiliser mon fils, jouer avec ma plus grande peur. C'était inimaginable. Et maintenant, ils étaient là, profitant, riant, comme si de rien n'était, comme si je n'existais pas. Je me suis levée du lit comme une automate et j'ai préparé le petit déjeuner pour Mathis. Je ne sais pas comment j'ai réussi à sourire quand il est entré dans la cuisine en se frottant les yeux. Mais je l'ai fait. Il n'y était pour rien. Il ne méritait pas de voir sa mère s'effondrer. « Quand est-ce qu'on part à Nice, maman ?» a-t-il demandé en étalant de la confiture sur sa tartine. J'ai dégluti. Il y a eu un changement de programme, mon trésor. On va rester à Lyon ce week-end. Et papy et mamie? Et tata Camille? Ils ont dû partir plus tôt. Le mensonge me brûlait la gorge. Mais que pouvais-je lui dire? Que sa famille nous avait délibérément exclus? Que sa grand-mère, la même qui lui apportait des bonbons chaque dimanche, avait prétendu qu'il était blessé juste pour nous laisser derrière? Après l'avoir déposé à l'école, je me suis assise sur un banc au parc de la Tête d'Or. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de comprendre. J'ai de nouveau vérifié mon téléphone, cherchant un message, une explication. Rien. C'était comme si j'avais cessé d'exister pour eux. J'ai de nouveau regardé les photos. Dans une nouvelle publication, Camille posait devant un hôtel de luxe. Mon père, avec sa casquette bleue caractéristique, montrait quelque chose à mon oncle Romain. Ma mère serrait ma tante Louise dans ses bras, toutes deux riant sous le soleil de la Côte d'Azur. Jour 2, on profite à fond. J'ai eu la nausée. Pendant des années, j'avais été le pilier de ma famille. Quand mon père a perdu son travail, j'ai payé l'hypothèque de leur maison pendant 6 mois. Quand Camille a rompu avec son copain de 7 ans, je l'ai accueillie dans mon appartement pendant des semaines. Quand ma mère a eu besoin d'une opération, j'ai fait un prêt pour qu'elle puisse aller dans une clinique privée sans attente. Et c'est comme ça qu'on me remerciait. Soudain, je me suis souvenue de quelque chose. L'anniversaire de ma mère, le mois dernier. J'avais organisé une fête surprise dans son restaurant préféré, un fameux bouchon lyonnais. Tout le monde semblait heureux, mais maintenant que j'y pensais, Camille m'avait à peine adressé la parole ce soir-là. Mon père était parti tôt, prétextant la fatigue. Ma tante Louise avait fait un commentaire étrange. « Tu dois toujours être la protagoniste, n'est-ce pas, Sophie ?» À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Mais maintenant, était-il possible qu'ils me détestent à ce point? Qu'ils aient tant de jalousie ou de ressentiment pour faire une chose pareille? Le téléphone a vibré dans ma main. C'était un message d'Alice, ma meilleure amie depuis le lycée. « Tu vas bien? J'ai été surprise de voir les photos de ta famille à Nice. Je pensais que tu y allais aussi. » Je ne savais pas quoi répondre. La honte et la douleur se mêlaient, formant une boule dans mon estomac. Comment admettre que votre propre famille vous a exclu d'une manière si cruelle? Un imprévu avec Mathis. Ai-je finalement écrit? Un autre mensonge. J'étais en train de devenir comme eux.
J'ai passé le reste de la journée comme dans un brouillard. J'ai récupéré Mathis, nous avons fait du pop-corn et regardé son film préféré, celui avec des pirates qu'il pouvait réciter par cœur. Il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Les enfants ont un 6e sens pour ces choses-là. « Tu es triste, maman ?»« Juste fatiguée, mon amour. »« C'est parce qu'on n'est pas allé à Nice ?»« Un peu, oui. » Au moins, ce n'était pas un mensonge. Le soir, après avoir couché Mathis, je me suis assise sur le balcon avec un verre de vin. L'air sentait le jasmin et le fleuve lointain. Les lumières de Lyon scintillaient sous un ciel étoilé qui semblait se moquer de ma douleur. Mon téléphone restait sans nouvelles de ma famille. Mais Instagram me montrait implacablement leurs aventures. Maintenant, ils étaient dans un village perché, posant près des ruelles colorées. Quelle expérience magique! On ne veut jamais que ça se termine. Les mains tremblantes, j'ai écrit un message à ma mère. « Je sais que vous êtes à Nice. Je sais que tu as menti à propos de Mathis. Pourquoi ? » Je l'ai effacé sans l'envoyer. Puis j'en ai écrit un autre. « Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ça ?» Je l'ai aussi effacé. Finalement, je me suis limitée à un simple « J'ai vu les photos sur Instagram. Pourquoi ?» Et j'ai appuyé sur « Envoyer » avant de le regretter. La réponse n'est pas venue cette nuit-là, ni le lendemain. Le samedi s'est passé dans un calme étrange. J'ai emmené Mathis à l'aquarium, je lui ai acheté une glace sur les quais, j'ai essayé d'agir normalement pendant que mon esprit tournait en boucle sur la trahison. C'est le dimanche que tout a explosé. Je préparais le sac de Mathis pour l'école quand mon téléphone a sonné. C'était Camille. Mon cœur a fait un bond. « Qu'est-ce que tu veux ?» Ma voix était plus froide qu'elle ne l'avait jamais été avec ma sœur. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, un soupir. « Sophie, nous... » Sa voix était étrange, presque effrayée. Il s'est passé quelque chose de terrible. Plus terrible que d'inventer que mon fils est à l'hôpital juste pour m'exclure d'un voyage en famille. Les mots sortaient comme du venin de ma bouche. Tu ne comprends pas. C'était l'idée de maman, mais tout le monde était d'accord. On a pensé que ce serait mieux si tu ne venais pas. Tu monopolises toujours l'attention. C'est toujours toi la parfaite, la brillante, celle qui réussit tout. Et c'est pour ça que vous m'avez fait ça. Par jalousie, par envie. Vous avez utilisé mon fils. Un autre silence. Puis, un sanglot. L'avion, Sophie. Il y a eu un problème avec l'avion du retour. On a cru qu'on allait mourir. Les mots de Camille ont résonné dans ma tête pendant des jours. On a cru qu'on allait mourir. Après cette phrase, l'appel s'était coupé brusquement. J'ai essayé de la rappeler, mais son téléphone était éteint. De nouveau, le silence. La semaine suivante s'est écoulée dans un calme étrange. Plus de photos sur Instagram, plus de messages, plus d'appels. C'était comme si ma famille avait disparu de la surface de la Terre, ou comme si j'avais cessé d'exister pour eux, encore une fois. Chaque matin, après avoir déposé Mathis à l'école, je m'asseyais devant mon ordinateur à l'agence de publicité où je travaillais et j'essayais de me concentrer. Mon patron, Arnaud, m'a demandé 1 ou 2 fois si tout allait bien. J'ai hoché la tête avec un sourire forcé et j'ai continué. Que pouvais-je lui dire ? Que ma famille avait simulé une urgence médicale pour m'exclure de vacances ? Ça paraissait si absurde que même moi, je n'arrivais pas à y croire. Les jours se fondaient les uns dans les autres. Le rituel matinal avec Mathis, le travail, les courses aux halles Paul Bocuse, le dîner, les histoires avant de dormir. Des routines qui avant me sécurisaient et qui maintenant semblaient vides. La nuit, quand la maison était silencieuse, la rage et la douleur se mélangeaient, comme une tempête parfaite. J'ai vérifié les profils de tout le monde sur les réseaux sociaux, cherchant un indice, une explication. Les dernières publications étaient toujours de la Côte d'Azur. Après, rien. Était-il rentré à Lyon ? Était-il toujours dans le sud ? S'était-il vraiment passé quelque chose avec leur vol ? Un après-midi, alors que j'aidais Mathis avec ses devoirs, il m'a demandé des nouvelles de ses grands-parents. Quand est-ce qu'ils viennent nous voir ? Mamie m'a promis qu'elle me ramènerait un cadeau de Nice. J'ai dégluti. Je ne savais pas quoi lui dire. Ils sont occupés ces jours-ci, mon trésor. Ses grands yeux marrons m'ont regardé avec cette intuition que seuls les enfants ont. Ils sont fâchés contre toi ? La question m'a coupé le souffle. Pourquoi tu penses ça ? Il a haussé les épaules. La dernière fois qu'ils ne sont pas venus à la maison pendant si longtemps,
C'est quand toi et tata Camille, vous vous êtes disputés pour l'anniversaire de mamie. Il avait raison. Il y a 2 ans, Camille et moi avions eu une grosse dispute. Elle voulait organiser une fête surprise pour maman, mais je savais que notre mère n'aimait pas les surprises. Finalement, j'avais ignoré l'avis de Camille et organisé un dîner intime. Ça avait été parfait, mais Camille ne m'avait pas parlé pendant des semaines. Non, ils ne sont pas fâchés, ai-je menti. Ils sont juste occupés avec des histoires de grands. Mathis a semblé accepter l'explication et est retourné à ses additions et soustractions. Je suis restée à penser à cet épisode avec Camille. Était-il possible que cette dispute ait été plus grave que je ne le pensais? Qu'elle ait laissé une rancune si profonde? Le jeudi suivant, en faisant mes courses au supermarché près de chez moi, je suis tombée nez à nez avec Pascal, la meilleure amie de ma mère. Elle est restée figée en me voyant, comme si elle avait vu un fantôme. « Sophie, ma chérie, comment vas-tu ?»« Bien, merci. Et toi ?» Il y a eu un silence gêné. Pascal a regardé le sol, puis sur les côtés, évitant mon regard. « Bien, bien. Tu as parlé à ta mère dernièrement ?» J'ai senti un frisson. « Non, ça fait des jours que je n'ai pas de nouvelles. Toi, oui ?» Pascal a hoché la tête lentement. « Je l'ai vue hier. Je suis passée chez elle pour lui apporter une recette. Donc ils étaient rentrés. Ils étaient à Lyon, à moins de 20 minutes de chez moi, et ils ne s'étaient même pas donné la peine d'appeler. « Elle va bien ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. « Oui, enfin... » Elle semblait un peu bouleversée, mais elle n'a pas voulu me dire ce qui n'allait pas. Elle a fait une pause, comme si elle hésitait à continuer. Elle a mentionné quelque chose à propos d'un problème sur le vol de retour de Nice, mais quand je lui ai posé des questions, elle a changé de sujet. Donc ce n'était pas un mensonge. Quelque chose s'était passé dans cet avion. Merci, Pascal. Je passerai la voir un de ces jours. Je n'avais aucune intention de le faire, mais j'avais besoin de mettre fin à cette conversation qui me déchirait de l'intérieur. Ce soir-là, pendant que Mathis dormait, j'ai sorti l'album de photos de famille. Nous y étions tous, souriant au bord du lac d'Annecy l'été précédent. Ma mère avec son chapeau de paille, mon père avec son éternel appareil photo autour du cou, Camille faisant le clown avec Mathis, mes oncles préparant le barbecue. Nous semblions heureux, unis. Qu'est-ce qui avait changé? Ou est-ce que ça avait toujours été une illusion? Je me suis souvenue de ce que Camille m'avait dit. Tu monopolises toujours l'attention, c'est toujours toi la parfaite. C'était comme ça qu'il me voyait? Je ne m'étais jamais sentie parfaite. Bien au contraire. J'étais tombée enceinte de Mathis à 23 ans, alors que je commençais à peine ma carrière. Son père, Marc, m'avait abandonnée avant sa naissance. J'avais dû me battre seule, travailler 2 fois plus que les autres pour m'en sortir. Si j'avais réussi quelque chose dans la vie, c'était à force d'efforts et de sacrifices, pas de perfection. Le samedi matin, après presque 2 semaines de silence, j'ai reçu un message de mon père. Juste 4 mots. « Nous devons parler, s'il te plaît. » Je n'ai pas répondu. Une partie de moi voulait entendre leurs explications, comprendre pourquoi ils avaient en fait quelque chose d'aussi cruel. Une autre partie refusait de leur donner cette opportunité. La douleur était trop récente, trop profonde. Cet après-midi-là, j'ai emmené Mathis au parc de la Tête d'Or. Pendant que je le regardais jouer sur les balançoires, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. J'ai laissé sonner. Il a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Camille. J'ai également rejeté son appel. 10 minutes ont passé et j'ai reçu un SMS de ma mère. « Nous sommes en bas de chez toi. S'il te plaît, quand tu rentreras, parle-nous. On t'en supplie. » Mon cœur s'est accéléré. Ils étaient là. Maintenant, ils voulaient me voir. Après tout ce qu'ils avaient fait. « Mathis, il est l'heure de rentrer, » ai-je dit, en essayant de garder une voix normale. « Mais on vient d'arriver. Je t'achète une glace sur le chemin du retour, d'accord ?» Ses yeux se sont illuminés et il a hoché la tête avec enthousiasme. La glace fonctionnait toujours. Pendant que nous rentrions, mon esprit était un tourbillon. Qu'est-ce que je leur dirais? Est-ce que je les laisserais entrer? Est-ce que je les mettrais dehors sans ménagement? Mathis a senti ma tension. « Il se passe quelque chose, maman ?»« Non, mon trésor. Je réfléchis, c'est tout. »« À quoi ?»« Au fait que parfois, les gens qu'on aime nous font du mal sans le vouloir. » Il m'a regardée avec cette expression sérieuse qu'il prenait quand il essayait de comprendre quelque chose de difficile. Comme quand Arthur m'a poussé dans la cour mais qu'il m'a demandé pardon après. J'ai souri tristement. Quelque chose comme ça,
mais en plus compliqué. Quand nous avons tourné au coin de notre rue, je les ai vus. Ils étaient assis sur le muret devant mon immeuble. Ma mère, mon père et Camille. Tous les trois avec un air abattu, comme s'ils avaient vieilli de plusieurs années en quelques jours. Mathis les a vus et a couru vers eux. « Mamie, papy, tata Camille !» Tous les trois ont levé les yeux en même temps. Ma mère s'est levée avec difficulté et a ouvert les bras pour accueillir Mathis. Des larmes coulaient sur ses joues. Mon père semblait incapable de bouger, comme pétrifié. Camille avait les yeux rouges et gonflés. Je suis restée où j'étais, observant la scène comme si c'était un film, quelque chose qui arrivait à quelqu'un d'autre. Je ne sentais rien, ni rage, ni douleur, ni soulagement, juste un vide immense. Finalement, je me suis approchée. Mathis sautillait avec excitation autour d'eux, posant des questions sur leur voyage, sur son cadeau, inconscient du drame qui se jouait entre les adultes. « Sophie » a commencé ma mère, mais sa voix s'est brisée. « Pas ici », ai-je dit simplement. « Pas devant Mathis. » J'ai sorti mes clés et j'ai ouvert la porte de l'immeuble. Ils m'ont suivi tous les quatre en silence jusqu'à l'ascenseur, où Mathis continuait son bavardage incessant. « Vous m'avez ramené quelque chose de Nice ? Vous avez vu des dauphins ? La mer est pareille qu'ici ?» En entrant dans l'appartement, j'ai donné sa tablette à Mathis. « Va jouer un peu dans ta chambre, mon trésor. Je dois parler avec papy, mamie et tata. » Je pourrais leur montrer mon nouveau jeu vidéo après ? Bien sûr. Quand il a disparu dans le couloir, je me suis tournée vers eux. Ils étaient debout au milieu du salon, comme des intrus, n'osant pas s'asseoir. « Vous êtes rentrés ?» ai-je finalement dit, rompant le silence. Ce n'était ni une question, ni un souhait de bienvenue. C'était la simple constatation d'un fait qui rendait tout encore plus douloureux. Ils étaient rentrés à Lyon, mais ils n'étaient pas venus me voir avant maintenant. Ma mère a fait un pas en avant, les mains tremblantes. « Sophie, ce que nous avons fait est impardonnable. Mais tu dois savoir ce qui s'est passé ensuite. » Nous nous sommes assis autour de la table de la salle à manger. Le silence était si dense que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de la cuisine et les rires lointains de Mathis dans sa chambre. Aucun de nous ne savait par où commencer. Finalement, mon père s'est raclé la gorge et a enlevé ses lunettes pour les nettoyer, un geste qu'il faisait toujours quand il était nerveux. « Ce que nous avons fait est impardonnable », a-t-il commencé d'une voix rauque. « Nous le savons. » Ma mère avait les mains jointes sur la table, les jointures blanches de tension. « C'est moi qui ai eu l'idée de ce mensonge à propos de Mathis. » Les autres n'ont fait que suivre. Camille fixait sa tasse de café intacte. Nous étions tous d'accord. Nous sommes tous coupables. Pourquoi ? La question est sortie presque comme un murmure. Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter une chose pareille ? Ils se sont regardés, comme pour décider qui devait répondre. Finalement, c'est Camille qui a parlé. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait, Sophie. C'est compliqué. Depuis des années, nous avons tous l'impression de vivre dans ton ombre. Tu es celle qui réussit, la forte, celle qui sait toujours quoi faire. Elle a fait une pause, cherchant ses mots. Quand papa a perdu son travail, c'est toi qui as payé l'hypothèque. Quand j'ai rompu avec Alberto, c'est toi qui m'as accueilli et m'as aidé à refaire ma vie. Quand maman a eu besoin de son opération, c'est toi qui as trouvé l'argent. C'est toujours toi qui nous sauves. Et c'est mal ? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Non, ce n'est pas mal, est intervenu mon père. C'est que ça nous fait nous sentir inutiles, incapables, comme si nous ne pouvions jamais être à ta hauteur. L'idée du voyage est née il y a des mois, a continué ma mère. Au début, tu devais venir aussi. Mais un soir, après que tu nous as parlé de ta promotion à l'agence, elle s'est arrêtée, honteuse. On a explosé, a reconnu Camille. On était chez les parents et on a commencé à parler de toi. De la façon dont tu sembles toujours tout maîtriser, de Mathis qui est un enfant parfait, de ta carrière qui a le vent en poupe alors que moi, je suis coincée dans un travail que je déteste. Et c'est là que tante Louise a dit « Et si pour une fois on faisait quelque chose sans Sophie, sans qu'elle organise tout, sans qu'elle soit le centre de l'attention ?» Et vous avez tous été d'accord. Ce n'était pas une question. Ils ont hoché la tête lentement, la honte évidente sur leur visage. Mais pourquoi mentir à propos de Mathis ? Pourquoi ne pas simplement me dire que vous vouliez faire ce voyage sans moi ? Ma mère a sangloté. Parce qu'on savait que ça te ferait du mal. Et parce que...
parce qu'on n'avait pas le courage de t'affronter directement. C'était plus facile d'inventer une urgence dont on savait qu'elle te ferait annuler le voyage. Vous avez utilisé mon fils. Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Vous avez joué avec ma plus grande peur. Nous le savons, a dit mon père, la voix brisée. Et il n'y a aucune excuse possible pour ça. Nous sommes restés en silence à nouveau. Du couloir parvenait la musique du jeu vidéo de Mathis. Une mélodie joyeuse qui contrastait douloureusement avec l'atmosphère de la pièce. Que s'est-il passé dans l'avion ? Ai-je finalement demandé. Camille a dit que vous aviez cru mourir. Mes parents ont échangé un regard. Ma mère a frissonné visiblement. C'était horrible, a commencé mon père. Nous rentrions de Nice. Le vol avait décollé normalement. Camille dormait, ta mère lisait un magazine. Je regardais par le hublot. Soudain, l'avion a été secoué violemment. On a pensé que c'était des turbulences, a continué ma mère. Mais ensuite, il a commencé à descendre brusquement. Les masques à oxygène sont tombés. Les gens criaient. Une hôtesse de l'air a couru dans le couloir. Le pilote a annoncé que nous avions un problème technique, a dit Camille, levant les yeux pour la première fois. Il a dit que nous faisions une descente d'urgence, qu'il fallait se préparer à un éventuel atterrissage forcé. À ce moment-là, a repris mon père, je ne pouvais penser qu'à une chose, que si nous mourions, la dernière chose que nous aurions faite serait de te trahir, que nous n'aurions jamais l'occasion de te demander pardon, que Mathis grandirait en pensant que ses grands-parents et sa tante étaient morts en étant des personnes horribles. Ma mère a sorti son téléphone d'une main tremblante. Regarde. Elle m'a montré une vidéo prise à l'intérieur de l'avion. Les images étaient chaotiques. Des gens avec des masques à oxygène, des cris étouffés, la sensation de chute. On entendait la voix de mon père en arrière-plan, en train de prier. Camille pleurait en tenant la main de ma mère. Ça a duré 7 minutes, a expliqué Camille. 7 minutes pendant lesquelles on a pensé que tout était fini. 7 minutes qui ont tout changé. Finalement, le pilote a réussi à stabiliser l'avion, a dit mon père. Nous avons atterri sur un petit aéroport, je crois près de Grenoble. Ils nous ont évacués et nous avons passé des heures à attendre des informations. Puis, ils nous ont ramenés en bus jusqu'à Lyon. C'était quand ? Ai-je demandé. Il y a 5 jours, a répondu ma mère. Nous sommes arrivés à Lyon avant-hier soir. Et pourquoi avez-vous mis si longtemps à venir me voir ? Ils se sont de nouveau regardés, mal à l'aise. On ne savait pas comment t'affronter, a avoué Camille. On avait peur, honte. Après ce qui s'est passé dans l'avion, on s'est tous promis de venir s'excuser dès notre arrivée. Mais ensuite, ce n'était pas si facile, a complété mon père. Comment expliques-tu une chose pareille ? Comment demandes-tu pardon pour une telle trahison ? De plus, a ajouté ma mère d'un filet de voix, une partie de moi craignait que tu ne veuilles plus jamais nous voir, que tu nous chasses de ta vie pour toujours, et je n'aurais pas pu t'en vouloir. Je me suis levée, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La rue était calme sous le soleil de l'après-midi. Un couple promenait son chien, un groupe d'enfants jouait au ballon au coin de la rue. Le monde continuait sa route pendant que le mien s'effondrait et se reconstruisait en même temps. Et les autres ? Les oncles et tantes, Lucie, ils sont dans le même état que nous, a dit mon père. Mais on a pensé que c'était à nous 3 de venir en premier. Nous sommes ta famille la plus proche. Nous sommes ceux qui t'ont le plus déçu. De la chambre de Mathis, sa voix est arrivée. « Maman, j'ai passé un niveau. Je peux le montrer à papy et mamie ?»« Bien sûr, mon trésor, » ai-je répondu, essayant de garder une voix normale. « Viens. » Mathis est apparu comme un tourbillon, la tablette à la main et un sourire radieux. Il n'a même pas remarqué l'atmosphère pesante de la pièce, ni les yeux rougis de tout le monde. Il a commencé à expliquer avec enthousiasme son jeu à mon père, qui essayait de suivre ses explications avec une attention exagérée. J'ai observé la scène avec un mélange d'émotions contradictoires. D'un côté, la douleur de la trahison était toujours là, vive et réelle. De l'autre, je voyais ma famille anéantie, repentante, changée par une expérience qui les avait confrontés à leur propre mortalité. Ma mère s'est approchée de moi pendant que Mathis et mon père étaient distraits par le jeu. « Je sais que je n'ai le droit de rien te demander », a-t-elle murmuré. « Mais s'il te plaît, donne-nous une chance de te prouver que nous pouvons changer, que nous pouvons être meilleurs, que nous pouvons être la famille que toi et Mathis méritaient. » Je l'ai regardé dans les yeux, les mêmes yeux qui m'avaient regardé avec amour toute ma vie, les mêmes yeux qui m'avaient menti de la manière la plus cruelle possible. Et pourtant, je voyais maintenant en eux quelque chose de nouveau,
une peur sincère, un regret profond et une supplication désespérée. « Je ne sais pas si je pourrai vous pardonner, » ai-je dit sincèrement. « Je ne sais pas si les choses pourront redevenir comme avant. » Elle a hoché la tête lentement. « Nous comprenons. Nous te demandons juste la chance d'essayer. » À ce moment-là, Mathis s'est approché en courant et s'est blotti contre ma taille. « Papy, mamie et tata Camille peuvent rester dîner? S'il te plaît, on peut commander une pizza. » J'ai regardé mon fils, puis ma famille. La décision que je prendrais maintenant n'affecterait pas seulement moi, mais aussi lui. Mathis adorait ses grands-parents, sa tante. Avais-je le droit de le priver de ses relations, même s'il m'avait tant blessée? « Ils peuvent rester dîner, » ai-je finalement dit. Mais nous avons encore beaucoup de choses à nous dire. Le sourire de Mathis a illuminé la pièce, inconscient du poids des mots que je venais de prononcer. Pour lui, c'était juste un dîner en famille. Pour nous, c'était le premier pas incertain vers quelque chose que personne ne savait si on pourrait jamais reconstruire. Le dîner fut un étrange mélange de normalité et de tension. Mathis bavardait sans cesse, sautant d'un sujet à l'autre avec l'énergie inépuisable d'un enfant de 6 ans. Il nous a parlé de sa nouvelle maîtresse d'anglais, du but qu'il avait marqué en EPS, du projet de science qu'il préparait. Les adultes, nous hochions la tête, posions des questions, feignant que tout était normal. Pour lui. Quand nous avons fini la pizza, mon père a suggéré que Mathis lui montre sa collection de voitures miniatures. C'était une stratégie évidente pour nous laisser, ma mère, Camille et moi, seuls, mais j'ai apprécié. Nous avions besoin de parler sans filtre. « Vous savez ce qui me fait le plus mal ?» ai-je dit une fois que Mathis et mon père ont disparu dans le couloir. « C'est que vous n'ayez pas eu le courage de me parler directement. Que ce soit plus facile pour vous d'inventer un mensonge cruel que de me dire la vérité. » Camille a hoché la tête, la culpabilité évidente sur son visage. « Tu as raison. On a été lâches. Pas seulement lâches, a ajouté ma mère. On a été cruels. Et le pire, c'est qu'on s'est justifié. On s'est dit que c'était pour le mieux, que tu irais bien, que ce n'était qu'un voyage. Et pour Mathis, comment as-tu pu, maman? Tu sais mieux que personne ce que Mathis représente pour moi. Tu sais à quel point je m'inquiète pour lui? » Ma mère a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. « Je n'ai aucune excuse, Sophie. J'ai pensé à ce qui te ferait annuler le voyage sans hésiter. Et je savais qu'il n'y avait qu'une seule chose. Mathis. » Elle s'est arrêtée, la voix brisée. « C'est impardonnable. Je le sais. Sais-tu ce que j'ai ressenti quand tu m'as appelé pour me dire qu'il était à l'hôpital? La terreur que j'ai éprouvée. J'ai conduit comme une folle. J'ai grillé des feux. J'aurais pu avoir un accident. Je suis tellement désolée. » Les larmes coulaient sur les joues de ma mère. « On dirait que « désolée » est la seule chose que vous savez dire aujourd'hui, » ai-je répondu avec amertume. « Parce qu'il n'y a rien d'autre que nous puissions dire, » est intervenue Camille. « Il n'y a pas de justification, pas d'excuse, juste un regret qui nous ronge de l'intérieur. » Nous sommes restés en silence. De la chambre de Mathis parvenaient des rires et des exclamations. Au moins, il passait un bon moment. Que s'est-il passé ensuite? Ai-je finalement demandé. Mais après la frayeur dans l'avion, je veux dire. Camille a soupiré profondément. Quand on a atterri en urgence, on nous a emmenés dans un terminal vide. Certains passagers ont eu besoin de soins médicaux. La plupart d'entre nous étions en état de choc. Je me souviens qu'on s'est assis par terre, tous les trois ensemble, enlacés. Et c'est là que maman a commencé à pleurer de manière incontrôlable. Je ne pouvais pas m'arrêter, a confirmé ma mère. Je ne pensais qu'à toi, à Mathis, à ce qu'on avait fait, au fait qu'on aurait pu mourir avec ce mensonge sur la conscience. Papa a appelé les oncles et tantes, qui avaient pris un autre vol et étaient déjà à Lyon. Il leur a raconté ce qui s'était passé. Ils étaient horrifiés, non seulement par l'incident de l'avion, mais par ce qu'on t'avait fait. Tante Louise n'arrêtait pas de répéter que c'était de sa faute pour avoir suggéré de t'exclure du voyage. On a passé des heures dans cet aéroport, a continué ma mère. Du temps pour penser, pour parler, pour affronter ce qu'on avait fait. Quand on nous a finalement ramenés à Lyon en bus, on était tous d'accord qu'on devait venir te voir immédiatement. Mais ensuite, la peur, a complété Camille. La peur nous a paralysés. Comment t'affronter après une chose pareille? Comment te regarder en face? Chaque jour, on se disait « on ira demain ». Et chaque matin, on trouvait une excuse pour ne pas le faire. Jusqu'à aujourd'hui, ai-je dit. Jusqu'à aujourd'hui,
a confirmé ma mère. Ce matin, ton père a dit que ça suffisait, que si on n'avait pas le courage de venir te demander pardon, alors on ne méritait pas d'être ta famille. J'ai hoché la tête lentement. Ça ressemblait à quelque chose que mon père dirait. Il avait toujours été le plus sensé des trois, même si cette fois, il s'était aussi laissé emporter par la folie collective. Et maintenant, ai-je demandé. Qu'est-ce que vous espérez qu'il se passe? Ma mère a tendu la main sur la table, sans tout à fait toucher la mienne. Un geste de rapprochement qui me laissait la décision de l'accepter ou non. On n'espère rien, Sophie. On n'en a pas le droit. On voulait juste que tu saches la vérité, que tu comprennes à quel point nous sommes repentants, et que tu saches que, quoi qu'il arrive, tu seras toujours notre fille et notre sœur, que nous t'aimerons toujours, même si nous avons agi d'une manière impardonnable. Je sais que les mots ne suffisent pas, a ajouté Camille. C'est pourquoi nous sommes prêts à te le prouver par des actions, jour après jour, si tu nous en donnes l'occasion. Je les ai regardées toutes les deux. Ma mère, avec ses mains tremblantes et son visage sillonné de rides qui semblaient s'être multipliées ces dernières semaines. Camille, ma petite sœur, toujours dans l'ombre, toujours luttant pour trouver sa place. Je les connaissais depuis toujours, et pourtant, j'avais l'impression d'être face à deux étrangères. J'ai besoin de temps, ai-je finalement dit. Je ne peux pas décider maintenant si je veux continuer à vous avoir dans ma vie ou non. Je ne peux pas vous pardonner comme ça, d'un coup, comme si de rien n'était. Nous comprenons, a dit ma mère. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, ai-je continué. Si je décide de donner une chance à cette famille, ce ne sera pas pour vous. Ce sera pour Mathis, parce qu'il vous adore. Et pour moi, parce que je ne veux pas porter le poids de la rancune toute ma vie. Elles ont hoché la tête en silence, acceptant mes conditions. Et si vous revenez dans nos vies, les choses devront changer. Plus de mensonges, plus de ressentiments cachés, plus de jalousie absurde. S'il y a un problème, on en parle. S'il y a quelque chose qui vous dérange, on le dit. Je ne vais pas vivre en attendant le prochain coup de poignard dans le dos. Tu as raison, a dit Camille. Nous devons tous changer. Surtout nous. À ce moment-là, Mathis et mon père sont revenus dans la salle à manger. Mon fils tenait dans ses bras sa voiture préférée, une Ferrari rouge que mon père lui avait offerte pour son dernier anniversaire. Papy dit qu'on peut aller au cinéma dimanche. Il y a un nouveau film de super-héros, s'est-il exclamé, excité. J'ai regardé mon père, qui a eu la décence de paraître embarrassé d'avoir fait des projets sans me consulter. On verra Mathis. Maintenant il est tard et demain il y a école. Dis au revoir à papy, mamie et tata. Son visage s'est plissé dans une moue boudeuse. Ils ne peuvent pas rester un peu plus? Un autre jour, mon trésor. Aujourd'hui a été une longue journée pour tout le monde. Mathis les a serrés fort dans ses bras. Surtout ma mère, qui l'a étreint contre sa poitrine comme si elle craignait de ne plus jamais le revoir. Peut-être que c'était ce qu'elle ressentait. Peut-être craignait-elle que ma décision soit de les écarter définitivement de nos vies. Quand ils sont finalement partis, je suis restée debout sur le seuil, les regardant s'éloigner dans la rue. Ils semblaient plus vieux, plus fatigués, plus petits d'une certaine manière. Pour la première fois, j'ai ressenti une pointe de compassion au milieu de toute la douleur et la rage. Eux aussi souffraient. Eux aussi étaient brisés. Cette nuit-là, après avoir couché Mathis, je me suis servi un verre de vin et je suis sortie sur le balcon. Les étoiles brillaient sur Lyon, indifférentes à nos drames humains. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à la trahison, à l'accident d'avion, aux excuses. J'ai pensé à ma famille imparfaite, à leur jalousie, à leur peur, à leurs erreurs. Et j'ai pensé à moi-même, à la façon dont j'avais construit ma vie autour du fait d'être la forte, l'indépendante, celle qui pouvait tout gérer. Avais-je contribué sans le vouloir à créer cette dynamique familiale? Cela ne justifiait pas ce qu'ils avaient fait. Rien ne pourrait le justifier. Mais peut-être y avait-il des leçons que nous devions tous apprendre. Mon téléphone a vibré avec un message de Camille. « Quelle que soit ta décision, nous la respecterons. On t'aime. » C'était facile à dire maintenant, après tout ce qui s'était passé. C'était facile de demander pardon quand on affrontait sa propre mortalité dans un avion en chute libre. Le plus difficile était de tenir ses promesses avec le temps, quand la vie revenait à la normale, et que les vieilles dynamiques menacèrent de ressurgir. Pouvions-nous vraiment changer? Nous tous? Ou étions-nous condamnés à nous répéter, à nous blesser encore et encore?
Je n'avais pas de réponse cette nuit-là, seulement des questions et encore des questions. Mais quelque chose avait changé en moi. Je ne ressentais plus seulement de la douleur et de la rage. Il y avait autre chose, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. L'espoir que, peut-être, de cette terrible expérience pourrait naître quelque chose de nouveau, de meilleur. Une famille différente, plus honnête, plus forte. Je ne savais pas si c'était possible. Je ne savais pas si j'aurais le courage d'essayer. Mais cette nuit-là, sous les étoiles de Lyon, j'ai décidé de me donner la chance de le découvrir. Les semaines suivantes furent étranges. Nous avons établi une sorte de routine prudente. Mes parents venaient de voir Mathis le dimanche après-midi. Camille passait de temps en temps, prévenant toujours à l'avance, demandant toujours la permission. Nous avions des conversations polies, superficielles. Comme des étrangers essayant d'être aimables. J'ai commencé une thérapie. Lucie, une psychologue recommandée par une collègue, m'aidait à digérer tout ce qui s'était passé. Dans nos séances hebdomadaires, nous déterrions des couches et des couches d'émotions. La douleur de la trahison, la rage, la peur de faire confiance à nouveau, mais aussi la culpabilité quant à mon rôle dans la dynamique familiale. « Ce n'est pas votre responsabilité s'il se sentait inférieur », m'a dit Lucie lors d'une de nos séances. Mais comprendre d'où viennent ces sentiments peut vous aider à décider comment vous voulez que soit votre relation à l'avenir. Un après-midi d'octobre, près de 2 mois après la confrontation, j'ai reçu un message de Camille m'invitant à prendre un café. Seule, sans Mathis, sans mes parents. J'ai accepté avec une certaine appréhension. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du quartier de Confluence. Le soleil d'automne se reflétait sur les structures futuristes, créant des éclats qui dansaient sur l'eau de la Saône. « Merci d'être venue », a dit Camille quand nous nous sommes assises. Elle semblait nerveuse, comme quand nous étions adolescentes et qu'elle devait m'avouer qu'elle avait emprunté mes vêtements sans permission. « De quoi voulais-tu parler ?» ai-je demandé, allant droit au but. Elle a pris une profonde inspiration. J'ai commencé à voir une thérapeute. Après tout ce qui s'est passé, j'étais surprise. Camille avait toujours été sceptique vis-à-vis de la thérapie. Ça m'a aidée à comprendre beaucoup de choses, a-t-elle continué. Sur moi, sur notre famille, sur pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et pourquoi l'as-tu fait ? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Elle s'est mordue la lèvre inférieure, cherchant les mots justes. Par jalousie, en partie. Par insécurité. Pour me sentir toujours la seconde. Celle qui n'arrivait à rien pendant que tu triomphais dans tout. Elle a fait une pause. Mais surtout, par peur. Peur de quoi ? De ne pas être assez bien. Qu'on me compare à toi et que je sois perdante. Qu'on t'aime plus que moi, qu'on t'admire plus. Sa voix s'est légèrement brisée. C'est comme ça depuis qu'on est petite, tu sais. Tu étais l'aînée, la responsable, celle qui avait de bonnes notes sans effort. J'étais toujours derrière, essayant de te rattraper. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Pour moi, Camille avait toujours été la drôle, la sociable, celle qui avait des millions d'amis pendant que j'étudiais seule dans ma chambre. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça, ai-je admis. Je ne te l'ai jamais dit. C'était plus facile de garder mon ressentiment, de le nourrir en silence, de le laisser grandir jusqu'à ce qu'il devienne ce monstre qui m'a fait participer à quelque chose d'aussi horrible. Nous sommes restés en silence, chacune perdue dans ses propres pensées. Un couple de touristes est passé à côté de notre table, photographiant le musée des Confluences. Ma psy m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir, a finalement repris Camille. Elle m'a dit « Ta sœur n'est pas ta concurrente, c'est ton alliée. » C'est une bonne phrase, ai-je reconnu. C'est plus qu'une phrase, Sophie. C'est une vérité que je n'ai jamais su voir. Je t'ai toujours vue comme quelqu'un que je devais surpasser, jamais comme quelqu'un qui était à mes côtés, me soutenant. Elle a tendu la main sur la table. Et tu l'étais. Tu l'as toujours été. Quand Alberto m'a quittée, quand j'ai perdu ce travail, quand je suis tombée malade l'année dernière, tu as toujours été là, sans juger, sans te vanter, simplement en aidant. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment vu ma sœur. Pas la Camille qui avait participé à cette trahison, mais la petite fille qui courait après moi dans le parc, qui me demandait de lui raconter des histoires avant de dormir, qui me regardait avec admiration quand je lui apprenais à faire du vélo. Tu sais, moi aussi je t'enviais parfois, ai-je avoué. Toi ? Moi ? L'incrédulité dans sa voix était évidente. Oui,
ta facilité à te faire des amis, ta spontanéité, ta capacité à profiter de l'instant. Moi, j'étais toujours en train de planifier, de m'inquiéter, de porter des responsabilités. Mais tu étais si douée pour tout. L'étais-je? Ou est-ce que je faisais simplement plus d'efforts parce que je sentais que je devais être parfaite? Quand je suis tombée enceinte de Mathis et que Marc m'a abandonnée, j'ai senti que je devais tout prouver, que je pouvais être mère célibataire et réussir ma carrière et entretenir la maison sans avoir besoin de l'aide de personne. J'ai soupiré. C'est épuisant, tu sais, d'être toujours la forte. Camille a hoché la tête lentement. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Je suppose que nous avons toutes nos fardeaux. Nous avons bu nos cafés dans un silence plus confortable. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que nous avions une conversation réelle, pas seulement un échange de phrases polies. « Et papa et maman ?» ai-je finalement demandé. « Ils vont aussi en thérapie ?» Camille a souri légèrement. « Papa non, tu le connais. Il dit qu'il s'analyse tout seul. Mais étonnamment, maman, oui. C'est elle qui m'a encouragée à chercher de l'aide, d'ailleurs. Ça, c'était une surprise. Ma mère, avec ses 70 ans et son éducation traditionnelle, avait toujours été d'avis que les problèmes de famille devaient rester en famille. Elle m'a dit quelque chose l'autre jour, a continué Camille. Elle m'a dit « J'ai passé tellement de temps à m'inquiéter de ce que les gens penseraient de ma fille enceinte et célibataire que je n'ai pas réalisé à quel point elle était extraordinaire de s'en sortir seule. Elle parlait de toi, bien sûr. J'ai senti une boule dans ma gorge. Elle a dit ça? Oui. Et elle a aussi dit qu'elle n'a jamais su comment te le dire, que c'était plus facile de critiquer que d'admettre qu'elle avait tort, qu'elle t'avait jugé injustement. Les larmes menacèrent de déborder, mais je les ai contenues. Je n'étais pas prête à craquer, pas encore. Nous essayons tous de changer, Sophie, a dit Camille doucement. Pas seulement pour toi ou pour Mathis, mais pour nous-mêmes. Parce que frôler la mort dans cet avion nous a fait voir à quel point nos vies étaient vides, remplies de ressentiment et de jalousie. Le changement prend du temps, ai-je répondu, et de la confiance. Et c'est la partie la plus difficile pour moi en ce moment. Je le sais, et je le comprends. Je te demande juste de ne pas fermer complètement la porte, de nous laisser te prouver, jour après jour, que nous pouvons être meilleurs, que nous pouvons être la famille que Mathis et toi méritez. Cette nuit-là, après avoir couché Mathis, j'ai regardé de vieilles photos sur mon ordinateur, des images de Noël, d'anniversaire, d'été au bord d'un lac, ma famille, imparfaite, compliquée, parfois toxique, mais ma famille malgré tout. Et en passant d'une photo à l'autre, je me suis souvenu de quelque chose que Lucie m'avait dit. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser ce qu'on vous a fait. Cela signifie vous libérer du fardeau de porter cette douleur pour toujours. Étais-je prête à pardonner? Je ne le savais pas. Mais peut-être étais-je prête à essayer. Le dimanche suivant, j'ai rompu la routine établie. Au lieu d'attendre que mes parents viennent à la maison voir Mathis, je les ai appelés. Ça vous dirait qu'on aille tous déjeuner dans la Dombesse? Mathis n'a jamais vu les étangs, et il fait beau. Le silence à l'autre bout du fil m'a fait douter un instant. Puis, la voix émue de ma mère, « On adorerait ma fille. » Ce fut une journée étrange, mais belle. Mathis a couru près des étangs, poursuivant les libellules et posant des questions incessantes sur les oiseaux et les poissons. Mon père, passionné de photographie depuis toujours, lui a appris à utiliser son vieil appareil photo. Camille et moi nous sommes promenés sur les sentiers, parlant de tout et de rien. Et ma mère s'est tenue à une certaine distance, nous observant tous avec un mélange d'étonnement et de gratitude, comme si elle n'arrivait pas à croire que nous étions là, à nouveau ensemble. Quand nous nous sommes assis pour déjeuner dans une petite auberge, avec un poulet à la crème au centre de la table, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir si tôt. La paix. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Ce n'était pas l'oubli, loin de là. C'était simplement l'acceptation que nous étions tous brisés à notre manière, essayant de recoller les morceaux du mieux que nous pouvions. « On pourra revenir un autre jour, maman ?» a demandé Mathis en se léchant les doigts. « Papy dit que la prochaine fois, il m'apprendra à pêcher. » J'ai regardé mon père, qui attendait ma réponse avec une expression prudente. « Bien sûr, » ai-je dit. « On reviendra bientôt. » Le sourire de Mathis a illuminé la table. Et à ce moment-là, j'ai su que, pour lui, pour moi, pour nous tous, ça valait la peine d'essayer, de construire une nouvelle relation sur les cendres de l'ancienne, plus honnête, plus équilibrée,
plus saine. Ce ne serait pas facile. Il y aurait des jours difficiles, des conversations inconfortables, des moments où le souvenir de la trahison reviendrait avec force. Mais il y aurait aussi des jours comme celui-ci, de petits moments de connexion authentique, de rires partagés, de blessures qui commençaient lentement à guérir. En rentrant à la maison ce soir-là, pendant que Mathis dormait, épuisé après son aventure dans la Dombes, j'ai trouvé un message de ma mère sur mon téléphone. C'était une photo qu'elle avait prise ce jour-là sans que je m'en rende compte. Mathis et moi de dos, regardant le coucher du soleil sur un étang, mon bras entourant ses petites épaules. À côté de la photo, une seule phrase. « Merci de nous donner une seconde chance. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé la photo. C'était un rappel que le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait aux autres. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Et moi, peu à peu, j'apprenais à le recevoir.